je me suis pris de passion pour la gamme de Pythagore et ses rapports avec la gamme tempérée. C'est-à-dire c'est la gamme sur laquelle on compose actuellement de la musique. Oui. Et alors que j'étais pas spécialiste en musique du tout, je ne pouvais plus faire autre chose que travailler cette question. Et puis ça m'a amené à d'autres. Il y a par exemple la gamme de Pythagore, après à l'époque baroque, il y a une autre gamme qui est arrivée, en italien, la gamme de Zarlino. Puis il y a aussi une gamme où il y a des harmoniques. Vous savez, les harmoniques, c'est ce qu'on entend quand il y a un gong qui est très grave qui joue, et il y a des notes plus aiguës qui s'élèvent sans que personne les joue. Oui. Et bien donc, il y a comme ça ces gammes, la gamme de Pythagore, la gamme de Zarlino, la gamme harmonique, sont des gammes qui ont de la justesse en elles, parce qu'elles respectent les rapports entre les nombres, et ce n'est pas autant le cas pour la gamme tempérée. Ah. Et donc j'ai travaillé cette question-là voilà, avec l'idée qu'on pourrait enseigner, par exemple, ce que c'est que la gamme de Pythagore, beaucoup plus simplement qu'on ne le fait d'habitude. Non, parce que quand on est artiste, lorsqu'on compose, on fait fi un petit peu de tout ça. On ne cherche pas spécialement l'arithmétique, je veux dire. On se laisse emporter par les sons sans trop savoir exactement ce qu'on fait, finalement. C'est juste ce que vous dites, et c'est vrai pour un certain nombre de musiciens, mais il y a aussi des expériences. Vous voyez, par exemple, tenez, vous voyez, par exemple, pour ce livre, je conseillerais au lecteur de commencer par la contribution de Damien Poiblot, qui s'appelle Vers l'intérieur. Je crois que c'est, j'ai vérifié, c'est page 197. Vous voyez, et il visite l'abbaye du Toronnet, hein, l'abbaye du Toronnet, dans le coin, et lui, il chante, et il émet quelques sons dans l'abbaye du Toronnet, et alors il est frappé par la qualité des résonances dans ce lieu, et finalement le lieu l'a retenu. C'était comme une rencontre pour la vie entière. Et quand on fait une étude scientifique, par exemple, on s'aperçoit que l'abbaye du Toronnet, c'est le second lieu au monde pour la qualité des résonances. Et donc, il se trouve que si jamais vous chantez à l'abbaye du Toronnet sur la gamme de Pythagore ou sur les gammes baroques, eh bien, l'abbaye va être contente. Vous voyez ? Alors que si vous jouez avec beaucoup d'instruments, beaucoup de chanteurs et la gamme tempérée, ça va être cacophonique. Vous voyez ? Et voilà, il y a une chose là, vous voyez, c'est une expérience à faire. Donc si quelqu'un s'intéressait à ce livre, moi je lui conseillerais de commencer par le chapitre de Damien Poiblot et de se rendre, s'il le peut, surtout s'il est dans le coin, dans la région de Provence, de se rendre au Toronnet. L'abbaye du Toronnet, voilà. C'était un endroit extrêmement mythique. Hein. Voilà, mais de profiter d'un moment où il n'y a pas trop de monde, vous voyez, quand il fait sa visite, un lieu de méditation, pour se mettre dans un angle et, à l'angle approprié, proférer des sons et écouter les résonances et placer sa voix par rapport à ça. Vous voyez, c'est une expérience forte. Ces résonances qui viennent d'ailleurs, qui viennent au fond de nous-mêmes. De nous, oui. Voilà, de nous, et le lieu étant construit de telle façon qu'il les véhicule. Si vous voulez, c'est pour l'histoire de l'art, c'est beau aussi à savoir. Vous aviez, comment dire, l'époque des églises romanes où l'important c'était la voix, le son, l'oreille. Et on construisait les bâtiments pour que la voix résonne bien. Et ensuite, il y a eu une autre floraison très différente, c'était le gothique, où là c'était la lumière et l'œil. Et alors c'est toute une... Voilà, on pourrait écrire beaucoup de choses là-dessus, mais vous voyez, là c'est comme si on retrouvait ce respect pour les choses qui se passent par l'oreille. C'est exceptionnel. Alors, vous êtes plus musicien ou plutôt mathématicien? Je suis prof de philo. Oui. Oui, et on l'a bien compris. Passionné par Pythagore, puis par Zarlino, puis par la musique de l'Inde, et donc les musiques traditionnelles. Oui. Donc voilà, alors ce qui est très curieux, oui, c'est que je ne sais pas comment ça marche pour moi.
des domaines dans lesquels je suis ignare, pas doué, pas formé. C'est dans ces domaines-là que j'ai eu des espèces d'impulsions à travailler et des révélations et où j'ai trouvé des choses. Ouais, voilà, c'est bizarre. C'est formidable. Alors, vous avez écrit plusieurs autres ouvrages. Oui. Je vois par exemple Le Grand Voyage de Ladislas. Oui. Ladislav. Ladislav, oui. Alors, qui était Ladislav? Alors, Ladislav, son nom c'est Kretba, c'est un Tchèque qui était connu des Toulonnais. Il a passé les 10 dernières années de sa vie à Toulon et il était devenu SDF. Et il était placé le plus souvent sur la place de l'Opéra ou bien devant la boulangerie de la place Puget. Et bon, moi je l'ai vu là, et il avait un chien et il lui avait mis une casquette et un bandana de couleur et il l'avait dressé et chaque fois que des gens leur donnaient une petite pièce ou un billet, le chien remerciait avec la patte ou bien avec la tête, etc. Ce qui fait qu'ils étaient devenus très très populaires tous les deux et ils étaient très connus. Et puis un jour, je le vois sans son chien. Alors je vais le voir et je lui demande ce qui se passe. C'est comme ça qu'on a engagé la conversation. Alors il me raconte une histoire très triste, c'est-à-dire qu'un jour, il était à la boulangerie et puis pendant qu'il était à la boulangerie, il était allé faire pipi à la boulangerie, on lui a volé son chien. Et il a pleuré pendant 3 jours, il l'a cherché, etc. Et je pense que ce vol de chien lui a abrégé la vie. Oui. Il était vraiment, vraiment désespéré. Et donc, quelques jours plus tard, je repasse, et puis je parle un peu avec lui, et il me dit, vous savez, il m'est arrivé beaucoup de choses dans ma vie. Si vous voulez, je vous les raconte, et vous m'aidez à en faire un livre. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Moi, j'ai réfléchi une quinzaine de jours, si je pouvais. Puis j'ai dit, oui, d'accord. Et alors, on se prenait rendez-vous sur la place Puget. Moi, j'avais amené un grand cahier avec de quoi prendre des notes. Vraiment un grand cahier. Bon. Et pendant plusieurs mois, on se revoyait régulièrement dans ces cafés. Et il m'a raconté, alors il savait très bien raconter, il avait le sens du suspense, etc. C'était bien raconté. Alors, il m'a raconté sa vie, et c'est très intéressant parce que on voit quelqu'un qui a mené une vie tout à fait normale, si je puis dire. Il a vécu en Tchécoslovaquie à l'époque de l'invasion russe, quand il était enfant. Ensuite, le plus grand, il s'est marié. Il a eu une belle-mère épouvantable qui a foutu son mariage par terre. Il s'est remarié. Il a eu une deuxième belle-mère épouvantable qui a fichu son deuxième mariage par terre. Et puis finalement, il a cherché à voir comment ça se passait en Allemagne. Il est allé, il est revenu. Et puis il a passé clandestinement le mur de Berlin, si on peut dire, quoi. Et il est venu d'abord en Allemagne, puis après en Italie, puis après en France. C'est comme ça qu'il est arrivé ici. Et c'est intéressant, quand on voit quelqu'un dans la rue, si on pense au vécu qu'il a eu lui, ça peut être très instructif, quoi, pour le respect qu'on peut avoir pour les gens. Et alors, malheureusement, le livre est paru quelques mois après qu'il soit mort. C'était très triste. Alors, Jacques Atlan, vous êtes aussi intéressé à l'évangile provençal. Oui. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il y a une sorte de Jeanne d'Arc allemande qui est morte en 1825, qui s'appelle Anne-Catherine Emmerich. Alors c'est une voyante, on dirait une inspirée, qui recevait des messages chrétiens depuis son enfance. 3-4 ans, elle recevait des messages qui étonnaient ses parents, mais d'où tu sais ça, etc. Et puis, elle s'est faite religieuse et elle continuait à parler de ce qui lui arrivait, de ces visions-là.
Et les autres religieuses ou ses supérieures, ils n'avaient pas trop à faire, quoi, ça ne les intéressait pas. Elle recevait de l'ironie ou des moqueries, à tel point qu'elle a prié pour qu'on ne lui envoie plus ses messages. Et on lui a répondu, non, non, ils rendront compte, ce qui t'embête, mais il faut que tu te souviennes du plus de choses que tu peux. Tout ça, ça sera raconté de façon convenable, et tu ne peux pas savoir le nombre de gens qui seront aidés par ce récit. Alors, donc ça c'est une première chose qui m'a motivé quand j'ai découvert ça. Et puis, une autre chose, c'est que cette bergère quasi illettrée, qui n'a jamais bougé à plus de 30 km de son lieu de naissance en Westphalie, a vu, à distance donc, mais pour elle c'est évident, Lazare, Marthe, Marie-Madeleine, Sidoine et puis Maximin venir évangéliser la Provence à partir de l'an 37 de notre ère. Donc la mort du Christ, d'après elle, c'est vers l'an 29. Et donc, vous voyez, une dizaine d'années après, l'évangélisation de la Provence commence. Alors pourquoi? Parce que, vous voyez, il y a eu des circonstances. Il y avait une répression antichrétienne à Rome et en Italie. Et puis en Provence, le responsable pour l'Empire romain en Provence donc, devait être plus tranquille, moins casse-pied, comme ça peut arriver, quoi, vous voyez. Et du coup, les chrétiens ont pu agir pendant plusieurs dizaines d'années, tout à fait en force, quoi, tranquillement, ici. Et c'est comme ça qu'ils sont revenus. Et alors, bon, moi, ça m'a tellement passionné de voir que quelque chose qui est considéré d'habitude comme des légendes, en fait, c'est vérifié par cette personne. Quelque chose qui existait. Voilà. Et alors, du coup, donc, j'ai commencé un récit. Mais alors, je suis parti pour longtemps. Parce que là, le livre qui est paru, il concerne 6 mois de l'an 26 de notre ère. Ouais. C'est-à-dire que je mets l'attention sur Lazare, sur Marthe, sur Marie-Madeleine, etc., quand ils étaient en Terre Sainte. Et puis, bon, après, il y aura le volume 2 qui s'occupera de une partie de l'an 27, et puis, etc. Et il faut arriver jusqu'à l'an 37. Et à ce moment-là, le livre méritera complètement son titre. Donc oui, c'est un peu un titre par anticipation. Déjà un préambule. C'est-à-dire que c'est le titre pour l'ensemble du bouquin, alors qu'il n'y a que le début qui est paru.